comme annoncé précédemment, nous nous rendons tout de suite à Washington. Nous serons avec Stanley Lucas, qui est l'ancien responsable de l'IRI, International Republican Institute. Il a été aussi l'ancien conseiller spécial du président Jovenel Moïse et stratège politique. Stanley, merci d'être avec nous sur CPAM 1410 à Montréal ce jeudi 28 octobre. Merci infiniment. Et content de te retrouver, Guillotot, et salutations aux auditeurs. Alors, crise du carburant, alors que le principal terminal pétrolier du pays, Vareux, est pris en étau par les gangs du G9 de Jimmy Cherizier, Barbecue. Les États-Unis, Stanley, annoncent un appui à la PNH pour permettre l'acheminement de carburant dans les différentes communautés. Donc, Stanley, les États-Unis qui appuient la PNH pour permettre l'acheminement de carburant, quelles sont tes explications sur cette décision de la Maison-Blanche? Bon, ce dossier a deux composantes séparées qu'il faudra analyser. La première, c'est la réalité nationale. Sur le dossier de l'essence, les oligarques d'Haïti réalisaient 450 millions de dollars américains de profit par année. Ils volaient l'État et les citoyens de trois façons. D'abord, à l'achat au niveau international, ils achetaient l'essence au prix plate et revendaient l'État plus cher au prix Caribbean Posting. Dans cette rubrique, ils réalisaient 20 millions de dollars américains de profit par mois, pratiquement volaient l'État 240 millions de dollars américains par année en 10 ans, 2 milliards 400 millions. Ils volaient aussi les citoyens à la pompe. Au lieu de réaliser 11 centimes de profit par gallon, ils réalisaient 64 gouttes. Et les subventions de l'État évaluées à 135 milliards de gouttes, 90% de ces subventions devaient aider les citoyens à l'achat, mais de la réalité, 90% de ces fonds allaient dans les poches de ces oligarques. Donc, toujours au niveau national, il y a ce petit jeu que font les oligarques depuis à peu près 10 ans. Ils paient les gangs pour empêcher la sortie de l'essence. Ils créent une rareté artificielle et sur la base de cette rareté artificielle, ils vendent sur le marché noir et font à peu près 500% de profit sur chaque gallon d'essence. Ça, c'est la réalité nationale. Maintenant, la réalité et les intérêts nationaux américains sont différents. Pour les États-Unis, c'est important de maintenir la stabilité politique en Haïti. À chaque fois qu'il y a l'instabilité politique en Haïti, il y a des réfugiés haïtiens qui débarquent en Floride. Dans le contexte précis et actuel, dans les sondages, le président des États-Unis est en 37 et 40% de personnes qui approuvent sa façon de diriger et le taux de gens qui n'approuvent pas sa façon de diriger est plus haut. Donc, dans le contexte des élections américaines qui vont avoir lieu mardi prochain, le président des États-Unis ne peut pas faire d'erreur. Et c'est pourquoi je pense que sur certains dossiers comme la gestion de la question des otages américains, la question de l'essence et de la stabilité politique, ces dossiers vont être pris au sérieux et probablement au retour du président des États-Unis du sommet climatique et après les élections. Donc pour moi, ce sont deux dossiers qui vont prendre une dynamique différente au retour du président des États-Unis. Alors, merci déjà pour cet éclairage. Alors, tu l'as dit, autre sujet chaud, c'est un sujet chaud. Washington qui envoie des forces spéciales pour libérer les otages américains. Alors, selon Stanley, selon l'ancien colonel et ancien secrétaire d'État à la sécurité publique, Himmler Rebu, les otages américains auraient déjà été libérés. Avec l'annonce de l'envoi des forces spéciales pour libérer les otages américains, Washington, le fait de l'annoncer, tente d'amasser tente de faire du capital politique. Comment tu réagis à ce commentaire d'Himmler Rebu? Bon, en général, les Américains ne négocient pas dans le cadre de prise d'otages. Et en général, l'armée américaine
à un groupe spécial de SEAL, et qui sont des groupes de 6 de l'armée américaine spécialisés pour les opérations les plus difficiles à travers le monde. Et c'est eux qui avaient tué Osama Ben Laden, par exemple. Et c'est eux qui ont aussi tué le chef de ISIS, al-Baghdadi. Pour moi, selon sur la base de mes expériences en Afghanistan et à travers le monde, je peux carrément dire que toutes les mises en place sont là en Haïti pour probablement récupérer les otages. Peut-être le calcul politique, est-ce que ça doit se faire avant ou après les élections américaines? Donc pour moi, dès mercredi prochain, si les otages ne sont pas libérés, 90% de ceux qui ont participé à cette prise d'otages seront morts, et le reste sera jugé au Maryland, ici aux États-Unis, et prendront à peu près 45 ans de prison. Alors, une petite réaction sur la déclaration de Dimler Rebu, qui a indiqué que ces otages auraient été libérés. Bon, bien que je respecte Dimler Rebu, mais quand même, venant de Rebu, moi, je fais toujours attention des paroles de Dimler Rebu. Hein. Donc, moi, il n'y a aucune information en ce sens qui a été confirmée. C'est Dimler Rebu qui parle. D'accord. Alors, Sonny, Washington projette d'aider la police nationale d'Haïti dans la lutte des gangs en Haïti. Les gangs, c'est l'ennemi numéro 1 d'Haïti. En ce moment, Stanley Carr, faut-il engager des dialogues avec les gangs? Absolument non. En politique, il y a peut-être 2 catégories de personnes. Moi, en tant que spécialiste en développement politique, on sait que il y a ce qu'on appelle les colombes qui négocient, qui font le dialogue, qui recherchent le consensus. Il y a aussi les faucons. Ils respectent les droits civils et politiques des gens, mais sur ces dossiers-là, ils ne négocient pas avec les gangs et les terroristes. Moi, je suis plutôt un faucon. En tant que spécialiste en développement politique, j'ai écrit un document qui est disponible sur l'Internet, qui est une proposition pour une stratégie de sécurité nationale pour Haïti par Stanley Carr. C'est disponible sur l'Internet. En anglais, c'est Reframing Haiti's National Security Strategy by Stanley Lucas. Donc, j'ai écrit ça depuis 2007, où j'ai identifié les 7 grandes menaces de sécurité nationale en Haïti, pour Haïti. Et les gangs, et ça fait partie d'une des menaces, et j'ai fait des propositions concrètes comment éliminer les gangs. Bien entendu, nous n'aurons pas le temps de faire une analyse approfondie de l'origine des gangs, mais les gangs en Haïti ont commencé après la dissolution de l'armée par Jean-Bertrand Aristide. C'est lui qui a créé les premiers gangs en Haïti, avec ce qu'on appelait à l'époque l'armée Timanchette, l'armée Rat, l'armée Rouge, l'armée Cannibale, Dormine-en-Bois. À l'époque, je parle là de 1995, ces gangs avaient à leur tête de grands chefs comme La Bannière, Evans Couteau, Général Titi, Billy, etc. Ils avaient des enfants soldats. Donc, pour quelqu'un intéressé et qui fait des recherches sur ce dossier, j'invite ces gens à regarder la vidéo « Les enfants soldats » de Jean-Bertrand Aristide. Les enfants qui étaient sous ces chefs de gang en 1995, ils avaient entre 8 et 15 ans. C'était des enfants soldats. À cet âge-là, ces enfants avaient déjà tué entre 6 et 15 personnes. Aujourd'hui, ces enfants sont en train d'émerger, qui ont entre 34 et 55 ans comme chefs de gang. Ils ont dans cette pratique-là depuis 25 ans. C'est ce qu'on appelle en anglais des serial killers. Il n'y a pas moyen de les récupérer. Donc, dans ce sens-là, il faut dire aussi dans l'évolution des gangs après Aristide, les oligarques du pays, les bourgeois d'Haïti, ont récupéré ces gangs et pratiquement utilisent ces gangs depuis à peu près 20 ans. Et il y a des oligarques qui sont devenus chefs de gang. C'est dans ce contexte que Clifford Brandt avait été arrêté. C'est dans ce contexte, dans le livre qui est disponible sur Amazon.com, qui s'appelle Zombie Files, qui a été écrit par Max Kail, K-A-I-L, qui était responsable de l'intelligence de la MINUSTA, la mission des Nations Unies. Son rôle était
identifié ceux qui participaient ou qui géraient les gangs en Haïti. Par exemple, Dimitri Vob et Réginald Boulos sont décrits dans ce livre comme des chefs de gang depuis 2001-2002. Ils tuaient des personnes eux-mêmes. Donc, pour moi, à la source des gangs aujourd'hui, on trouve les grands oligarques d'Haïti. Donc, pour résoudre ce problème, non seulement il faudra étudier la structure de chaque gang, G9, Tilapli, ISO, etc., mais il faut surtout identifier les oligarques qui gèrent ces gangs. D'accord. Et aussi le Premier ministre Ariel Henry, dans le deuxième paragraphe de sa démission, sa lettre de démission, l'envoyé spécial des États-Unis, Daniel Foote, a dit clairement que le ministre est impliqué dans la gestion. Le Premier ministre et son ministre de la Justice sont impliqués dans la gestion des gangs. Vous savez que le ministre Lys Kittel a été identifié comme le principal kidnappeur du pasteur Ferrer depuis la semaine dernière. Donc voilà qu'à la tête de l'État, on a un Premier ministre non seulement qui a participé à l'assassinat du président, mais qui est impliqué directement dans les kidnappings et la gestion des gangs avec son ministre de la Justice. Il y a quelque chose qui doit changer. Alors, une dernière question pour terminer, Stanley. D'abord, les Américains promettent leur aide à la police nationale d'Haïti. Ils seront là pour combien de temps et parviendra-t-il Je crois que d'abord... un instant, je termine Stanley, très rapidement. Alors, ils ont annoncé donc leur soutien à la police nationale d'Haïti. D'abord, c'est une question à deux volets. Ils seront là pendant combien de temps? Et avec les Américains, parviendra-t-on à pacifier le pays? Bon, la police nationale actuelle est un produit du Canada et des États-Unis. C'est eux en 1995 qui ont pratiquement participé à la construction de cette institution. Et ils n'ont pas tenu en compte les réalités nationales. D'accord. Une police civile n'est pas adaptée à la culture haïtienne. Il faut une police militaire. La police civile n'est pas adaptée à notre réalité sociale, économique, politique et culturelle. C'est pourquoi 98% des soldats des policiers formés par les Canadiens ont été révoqués de la police nationale. Et il y a un dossier assez complet sur cette question. Donc je pense qu'au niveau de la coopération internationale, il doit y avoir une prise en compte des spécialistes en sécurité nationale d'Haïti. Premièrement, comment transformer la police actuelle de police civile à une police militaire. La seconde étape, comment construire des forces armées pour la République d'Haïti. Parce que selon le commandant de la MINUSTA, même si nous investissons pour avoir une police de 60 000 hommes, Haïti aura besoin d'une armée. Donc maintenant, en matière de stratégie de sécurité nationale, il y a un besoin d'institutions, même quand il y a la police et l'armée, sans intelligence, il n'y a pas moyen d'intervenir. Et les spécialistes en sécurité nationale le savent. Maintenant, c'est comment construire une structure de sécurité nationale pour Haïti. Je pense que c'est un débat que nous devons avoir d'abord entre nous, Haïtiens, dans la diaspora et en Haïti, ceux qui sont en sciences politiques et en sécurité nationale. Moi, j'ai déjà fait une proposition depuis 2007 qui est en français, proposition pour une stratégie de sécurité nationale par Stanley Dukas. On peut la regarder, elle n'est pas parfaite, mais ce débat, quelle politique de sécurité nationale pour Haïti dans le 21e siècle, non seulement par rapport aux gangs et par rapport aux virus et bactéries qui sont une grande menace de sécurité nationale pour nous. Le virus du sida nous a fait perdre 12 milliards de dollars américains. Tous les touristes canadiens qui savaient venir en Haïti dans les années 80 ont laissé depuis cette époque. La bactérie choléra nous a fait perdre 9500 personnes. Et les virus et bactéries, il n'y a pas que les gangs, les dealers de drogue, la montée hégémonique de la République dominicaine, les désastres naturels sont des menaces de sécurité nationale pour nous. Nous devons avoir un débat entre nous, Haïtiens de la diaspora et de l'intérieur, sur quelle stratégie de sécurité nationale pour Haïti dans le 21e siècle. Sans ce débat et l'élaboration d'une stratégie, c'est laver main sur la terre. Bon, d'accord. Pour terminer vraiment, juste en un mot, Stanley, quid de l'aide des États-Unis à la PNH? Ça, c'est des effets d'annonce? Bon, je pense qu'il va falloir faire une évaluation des policiers formés sur 8 mois. C'est inacceptable. Déjà au Canada, pour être policier, tu peux aller regarder le temps qu'il faut passer en formation, la formation continue et spécialisée.
je pense qu'il faut repenser la police nationale. Ce que nous avons là, c'est une police à l'état embryonnaire. Il y a des changements sérieux à faire au sein de cette police pour qu'elle devienne effective. Donc, il faut d'abord une évaluation nationale, mais il faut complètement changer la stratégie de coopération, pas seulement dans les questions de sécurité avec la communauté internationale, mais aussi sur les questions de développement. Parce que l'investissement de la communauté internationale au cours des 30 dernières années n'a pas bénéficié, et la population haïtienne n'a pas bénéficié de cette coopération. Il faut aussi dire que l'argent donné par le Canada et les États-Unis, 95% des fonds donnés dans le cadre de la coopération bilatérale avec les États-Unis et le Canada, ça va à des ONG canadiennes et américaines, pas vraiment aux institutions haïtiennes. C'est quelque chose que nous devons repenser. D'accord. Sané Lucas, ancien responsable de l'IRI International Republican Institute. Il a été aussi l'ancien conseiller spécial du président Jovenel Moïse. Sané Lucas, en direct de Washington. Merci infiniment. Merci Guillotot. J'espère que ceux qui écoutaient ont appris quelque chose. Merci beaucoup.